Madame, Monsieur, Yaorana, c'est un plaisir de vous retrouver pour vos éditions de la semaine. Voici les titres de ce lundi. Plus de 200 personnes sont attendues aux assises de l'aide aux victimes et de la prévention de la délinquance. Jusqu'à vendredi, acteurs publics et privés vont se pencher sur la prise en charge des victimes. Nous en parlerons avec une spécialiste venue de l'Hexagone, la pédopsychiatre Sandrine Bonneton. Focus ensuite sur l'économie sociale et solidaire, un modèle au service de l'humain et non du profit. Et des conférences et débats sont organisés sur le sujet toute la semaine à la présidence. Objectif, concilier activité économique et utilité sociale. On embarque ensuite pour un voyage culturel à bord du Cuauhtémoc. Ce matin, les élèves du lycée hôtelier ont eu la chance de participer à un échange culinaire sur le navire mexicain. Nos équipes se sont faufilées en cuisine, vous le verrez. Violences intrafamiliales, sexuelles et traumatismes ont explosé en Polynésie ces dernières années. Pour y faire face, acteurs locaux et métropolitains vont échanger pendant 5 jours aux assises de l'aide aux victimes, des victimes essentiellement mineures. Athéna Milkam, Rarhaumaha. Comment améliorer la prise en charge des mineurs victimes de violences au Fénois, mais aussi des auteurs? La réflexion est lancée auprès des nombreux acteurs présents à cette 4e édition des Assises de l'aide aux victimes et de la prévention de la délinquance. Ils sont travailleurs sociaux, professionnels du droit, de la santé ou encore représentants des forces de l'ordre, parmi eux des experts nationaux. Ceux qu'on a choisis sont là notamment pour présenter des dispositifs qui ont été créés en métropole et qui n'ont pas encore d'antenne en Polynésie française, comme l'Office des mineurs ou les CRIAVS, qui prennent en charge les auteurs sur le plan de la psychiatrie, et l'Office mineur, qui est la cellule en fait au niveau de la police nationale dédiée à la prise en charge des mineurs. Ces dernières années, en Polynésie, le nombre de faits de violences sexuelles a augmenté de manière significative, notamment depuis la Covid. Il a quasiment doublé de 2012 à 2022 et plus de la moitié des victimes sont mineures. Cette hausse s'explique aussi par une libération de la parole. Applicable sur l'ensemble du territoire français, la loi a également évolué en 2021 et 2024 pour renforcer la protection des plus jeunes. Maintenant, à partir du moment où un mineur de moins de 15 ans est victime d'abus sexuels, il est présumé ne pas être consentant aux actes qui ont été commis. De 15 à 18 ans, cela s'applique de façon surabondante dans les affaires dites d'inceste et de viols intrafamiliaux. Nous avons eu une nouvelle étape en août 2024, donc en août dernier, le 22 août 2024, puisque le retrait de l'autorité parentale est de droit, ça veut dire automatique, pour le parent qui commet soit un crime sur l'autre parent, et le deuxième cas, c'est bien évidemment lorsque le mineur est victime lui-même. En complément de la loi, des dispositifs sont mis en place par le pays et les partenaires sociaux, comme la mise en place d'un numéro de signalement, le 119. Des moyens louables, mais qui ne suffisent pas selon les professionnels du secteur. On est aussi saisi par le procureur de la République dans le cadre d'une ordonnance de placement provisoire lorsqu'un mineur est en danger, donc de procéder à son placement. Voilà, parce qu'il confie le mineur à la DSFE et la DSFE confie ce mineur soit à une institution, soit à une famille d'accueil, soit à un tiers. On n'a pas suffisamment de dispositifs ni de place dans les institutions ni en famille d'accueil, voilà, que ce soit tiers ou de famille d'accueil agréée. Les partenaires publics et privés réfléchissent à d'autres dispositifs, parmi lesquels un SAMU social, sorte de guichet unique pour les victimes de violences. Et nous allons approfondir le sujet avec la pédopsychiatre Sandrine Bonneton. Yaorana. Yaorana. Ces assises sont à la fois celles des victimes et celles de la prévention contre la délinquance. Ce sont deux choses qui sont liées. A-t-on plus de risques de tomber dans la délinquance quand on en a été victime ? Alors, je vous remercie de votre question. Effectivement, alors moi, j'ai rejoint la CIVIS, donc qui est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, au nom de la Fédération française des CRIAVS. Donc, je suis des mineurs auteurs de violences sexuelles qui sont des jeunes mineurs, donc délinquants. Et soit ils ont une délinquance polymorphe avec des violences sexuelles, soit ils ont une délinquance
spécifiques sur les violences sexuelles, et notamment parfois les violences intrafamiliales, c'est-à-dire l'inceste au sein des fratries. Et on constate effectivement que ces jeunes ont des taux de victimation plus importants que la population générale. Et les délinquants sexuels, les jeunes délinquants sexuels ont aussi des taux de victimation plus importants que les délinquants non sexuels. Donc on peut dire effectivement que le risque d'expérience adverse est un facteur de risque très important pour commettre des violences. Donc les jeunes violents sont aussi des jeunes qui ont subi auparavant des violences, même si évidemment le lien n'est pas systématique et que les victimes de violences, dans leur grande majorité, ne deviennent pas des auteurs de violences eux-mêmes. Lors des assises cet après-midi, les échanges se sont tendus lorsque certaines personnes ont évoqué l'idée que les violences en Polynésie pouvaient être liées, je cite, à la culture. Quel est votre avis sur le sujet d'un point de vue scientifique ? Alors, c'est toujours une question délicate. Alors, je l'ai dit aujourd'hui pendant ces assises, je pense que la culture, l'appartenance culturelle de personnes, de groupes familiaux est un facteur de protection. Souvent, on confond la culture avec ce qui est habituellement mis en œuvre. Or, parfois, les habitudes, les violences, le fait de frapper des enfants, le fait de violer des enfants, il me semble, à mon sens, ne fait pas partie de la culture, mais d'un effacement de la culture. Et des populations vulnérables peuvent effectivement, par des transmissions de traumatismes psychiques, ne pas pouvoir être assez ancrées dans leur culture et qui va être le terreau de violences familiales qui vont se répéter de génération en génération. Donc en aucun cas, la culture va être, quelque culture que ce soit, va générer des violences sexuelles. Et donc il faut se défendre de toute approche culturaliste. Vous êtes spécialiste des troubles psychologiques de l'enfance et de l'adolescence. Quels sont les impacts psychologiques donc à court et à long terme pour ces victimes ? Alors, les victimes de violences sexuelles, donc la particularité, c'est que souvent ces violences sont en intrafamilial. Un rapport de la Haute Autorité de Santé en France a montré que 80% des enfants qui subissaient des violences, c'était dans le cadre familial. Donc c'est une représentation pas communément admise. On pense souvent que le danger vient de l'extérieur et que la famille est plutôt un cocon, un refuge. Or, les chiffres nous montrent plutôt le contraire. Les enfants vont plutôt développer des troubles sur un temps long, des troubles de régulation émotionnelle, des troubles relationnels, des troubles de comportement. Il faut il faut avoir la grille de lecture, passer dans une culture de protection généralisée. Et déjà, un facteur protecteur, c'est qu'on puisse tous penser que tous nos enfants sont à risque éventuellement de subir des violences, que ce soit à l'école, dans les pratiques sportives, en famille. Ils vont pouvoir développer tout trouble. Alors ça peut être des troubles traumatiques, mais ça peut être aussi de l'anxiété, de la dépression, des enfants qui ont un risque suicidaire accru ou un risque d'addiction accru. Vous exercez donc dans l'Hexagone. Quels dispositifs existants en France pourraient être mis en œuvre en Polynésie pour mieux protéger nos enfants ? Alors, c'est l'objectif de notre venue. On a été, donc moi, je suis membre de la CIVIS, comme je vous disais, au nom de la Fédération française des CRIAVS. On va réfléchir ensemble avec tous les professionnels, les institutions qui travaillent en Polynésie pour voir les dispositifs pertinents et leur aménagement, tenant compte de l'existant. Des facteurs, là on parlait de la culture, mais aussi des particularités géographiques, territoriales, sur comment améliorer le traitement institutionnel. Donc il n'y a pas de choses qu'on viendrait comme ça, mais ça va être l'objet de discussions, d'échanges de pratiques, d'échanges d'expériences qu'on va avoir toute cette semaine avec les institutionnels, les bénévoles qui travaillent ici en Polynésie cette semaine. Bien, merci beaucoup Sandrine Bonneton d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. On enchaîne avec cette visite du futur Institut du cancer, le Centre 15. Initié en septembre, la fin des travaux est attendue d'ici 6 mois à 1 an. Un cabinet de conseil est venu de l'Hexagone pour donner son expertise sur l'agencement des chambres et des appareils de soins. On écoute Teanini Temata-Hotoa, la directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française. Elle est au micro de Naya Bennett.
Enfin, cette nouvelle infrastructure qu'on attendait depuis longtemps, ça fait des années que le projet était pensé, mûri, et là ça se concrétise avec cette mission. Les travaux ont commencé et surtout de savoir exactement comment on va bien agencer le bâtiment. On aura la fierté en Polynésie d'avoir un lieu dédié à la prise en charge du cancer. Ça n'existe pas forcément dans tout l'outre-mer où c'est pas aussi bien organisé. Et oui, on pourra être fier d'avoir un endroit où nos Polynésiens seront bien pris en charge et qui soit adapté surtout à ce dont ils ont besoin. On s'intéresse à présent à l'économie sociale et solidaire, un sujet dont s'est emparé le pays qui organise cette semaine des débats et des conférences consacrées à ce modèle économique qui place l'humain au centre du système. Sophie Gebel et Veitare Nauta nous expliquent tout. Regardez. L'économie sociale et solidaire, ou l'ESS, désigne le fait d'entreprendre autrement, c'est-à-dire en ayant une approche éthique et fondée sur la solidarité. À l'exemple de ces intervenants, tous ont une activité économique qui a un impact positif sur le pays. Alors cette semaine de réflexion est une aubaine. La définition qu'on en donne nous parle, c'est-à-dire mettre l'humain au centre, ne pas parler que profit tout ce qui touche à l'agricole est quand même, on reste dans l'économie circulaire, on reste dans le local, on arrête ou on diminue en tout cas l'importation. Donc on a envie d'avancer, de participer, peut-être de mettre notre pierre à l'édifice, mais voilà, nous à notre stade c'est le café, donc l'idée à long terme c'est d'augmenter la production locale, de relancer la production locale. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là. Le secteur du café, mais aussi celui du rhum, était représenté ce matin par le biais de son président, Marotea Vitrac, qui mise sur l'ESS pour augmenter le nombre d'emplois dans la filière. Nous, notre objectif par rapport à l'ESS, c'est simple, on va le traduire en termes d'emploi. Nous, c'est sur les 5 archipels, 1000 hectares d'ici 20 à 30 ans, c'est-à-dire 3000 emplois. Mais des emplois en conservant un prix d'achat de la canne à sucre élevé pour que les agriculteurs aient un revenu convenable. Et tout ça, ça va drainer naturellement, grâce à l'ESS, toute une série en cascade d'aide à la formation, à l'éducation, parce qu'il faut commencer vraiment par le tout départ, c'est-à-dire éduquer, former, pour soutenir et développer. L'économie sociale et solidaire, ce sont aussi les associations. Celle de Tiaï Fenoua et son projet de ressourcerie, afin de limiter les déchets, a signé un partenariat ce matin avec l'entreprise d'électroménager TESA. Aujourd'hui, les D3E, donc tout ce qui est déchets électriques et électroniques, sont soit enfouis, soit rapatriés pour recyclage à l'extérieur, alors qu'on a la valeur en Polynésie, on a les compétences pour le faire. Ces compétences ont besoin d'être identifiées et ces personnes-là, le polynésien naturellement est manuel. Et donc l'idée là, c'est de pouvoir identifier ces compétences, les faire monter dans davantage de maîtrise pour être en mesure de réparer plus et mieux en territoire insulaire. Si l'ESS permet de sauvegarder nos ressources, reste encore au pays à la structurer juridiquement afin de pérenniser cette économie alternative. Et toujours à la présidence, du 21 au 23 novembre, les élèves de 4e et de 3e pourront assister à un forum d'orientation organisé par le ministère de l'Éducation. Ces grandes lignes ont été dévoilées ce matin. Il y aura une nouveauté, la mise en place d'un site web dédié au stage. Nous écoutons les précisions de Nathalie Novelli, chef de département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E. Elle est interrogée par Veitare Nauta. Ce qui est important, c'est d'ouvrir le champ des possibles en direction de nos élèves, nos parents, c'est-à-dire amener les élèves à réfléchir à un parcours d'orientation, mais pour leur permettre justement une belle insertion professionnelle et faire des choix réfléchis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'appuie sur les aspirations de nos élèves pour que justement qu'ils puissent s'épanouir dans leur étude et dans leur futur métier et futur emploi. Alors, le forum va se dérouler jeudi et vendredi pour nos scolaires. Et samedi matin, il est ouvert à tout public, dont les parents, bien entendu, parce que notre objectif, c'est bien aussi d'accompagner les parents dans les choix d'orientation pour leurs enfants. Lors de ce forum, les élèves vont pouvoir aussi découvrir le site de stage qui a été dédié justement à nos élèves des collèges et des lycées professionnels et de l'enseignement supérieur. C'est faire en sorte que l'école et l'entreprise se rencontrent et simplifier les démarches et gagner du temps pour tous.
Nous allons maintenant embarquer à bord du Cuauhtémoc. Ce matin, des élèves du lycée hôtelier ont eu le privilège de parler gastronomie avec les cuisiniers du bateau mexicain. Poisson cru et tacos, la barrière de la langue n'a pas empêché de partager les recettes. Le reportage de Thomas Chabrol. C'est un fameux trois-mâts qui navigue au gré des océans pour former des matelots et partager la culture mexicaine. Une culture qui se déguste également. Dans les cuisines de ce navire-école, les étudiants du lycée hôtelier discutent de gastronomie traditionnelle. Les cuisiniers mexicains découvrent la recette du poisson cru, du poulet fafa et du poé. Les élèves ont préparé ce matin les plats pour cette visite à bord. Alors, je ne connais pas forcément la cuisine mexicaine, mais la cuisine espagnole, oui. On sait un petit peu ce qu'ils préparent à peu près, mais on est plutôt sur la découverte aujourd'hui. Tabasco, piment, la cuisine mexicaine est plus relevée et tout en couleur, à l'image du bateau. Les chefs se sont approvisionnés en avocats en Nouvelle-Zélande pour préparer le fameux guacamole. À bord, le plat principal ne déroge pas à la tradition. Ici, on prépare les fameux tacos, avec une farine faite à la main à partir des grains de maïs. Une préparation qui étonne. Ce qui est formidable, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes leurs tortillas. Ils ont une machine qui découpe à la bonne dimension. Et ils disaient qu'ils mangeaient tous les jours des tortillas à bord. On comprend pourquoi ils maîtrisent bien ce plat-là. Parler de cuisine en espagnol, c'est un plus dans la formation de ces étudiants qui viennent de passer 6 mois aux Canaries pour un stage. Cette rencontre permet de réviser les acquis. Et du coup, on a pu aussi avoir l'opportunité de goûter un peu ces plats-là mexicains. Bon, après, ils savaient que c'est vrai, ils sont très épicés. Et franchement, ouais, ça rapporte un peu de nostalgie de revenir un peu sur ces plats-là mexicains. La culture, c'est aussi un voyage culinaire pour les papilles. Dans leur formation, les étudiants suivent des modules sur la cuisine internationale. Cette visite donnera peut-être l'envie à ces étudiants de partir en voyage, cuisiner d'autres recettes. Et on termine ce journal sur l'île Sacrée. 5 clubs de pêche sous-marine étaient en compétition pour la première étape de la Blue Water 2024. Retour sur cette journée de pêche à Rayatea avec Ronnie Moufat. Une session de pêche agitée mais fructueuse tout de même pour la deuxième équipe des Blackfins de Rayatea. Elle décroche la victoire en présentant 9 prises à la pesée. Nos prises ont été faites entre 15 et 25 mètres à peu près. Voilà. La plupart des poissons, le matin on est parti sur les DCP, essayé, il n'y avait pas grand chose. Après on a entraîné un peu l'espadon, essayé, ça n'a pas marché non plus, donc on est passé au plombé et ça a marché, quoi. On a été chercher des pélagiques près du récif, on a fait un beau et 8 tortillas. Une stratégie payante avec ses 9 prises, l'équipe a non seulement fait le plein, mais elle a aussi marqué des points bonus grâce à la diversité des espèces capturées. C'est stratégique, le règlement est fait en sorte que il faut diversifier les prises. Dès que tu fais une espèce différente, tu as un bonus de points qui te permet de te démarquer de ceux qui ne font qu'une espèce. Et malgré qu'ils en font 4-5, il suffit que toi tu fasses un mahi, un tatia et un veau, tu n'as que 3 poissons, tu gagnes. L'équipage du bateau Aschot de Rayatea s'est distingué avec un mahi-mahi de 15 kg, décrochant ainsi le prix du plus gros pélagique et une belle deuxième place au classement. Mais l'homme de la journée, le voici. Mahana Tixier totalise à lui seul 5 prises, un talent hérité de son père, Taumata Tixier. Oui, depuis petit, il m'a transmis toutes les techniques de pêche pour que maintenant je suis un peu meilleur que lui avec tout ce qu'il m'a transmis. Et aujourd'hui, notre stratégie, c'était de faire les tatias. On a été à Fetuna et on est tombé sur plein de bons de tatia. J'en ai fait 5, papa 2 et le collègue 2. Un redoué de 5 kilos seulement pour l'équipage de Tefana de Tahiti. La revanche se jouera le week-end prochain à l'occasion de la Tefana Blue Water. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas les émissions To'ufenua et Bien dans son faré. Ensuite, place à Enquête exclusive. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.